Aujourd'hui, notre intervention intitulée La culture selon Paul Ricoeur. On cite Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté 2, édition Aubier, 1949. La limitation propre à un être qui ne coïncide pas avec lui-même est la faiblesse originaire d'où le mal procède. C'est pour résoudre la contradiction entre ce qu'il identifiait comme ces deux influences que Ricoeur confie être devenu philosophe. La recherche de la vérité, soit la recherche de la précision conceptuelle. Et ses convictions religieuses protestantes, son sens du drame, de l'intimité, de la profondeur. En mettant au cœur de sa pensée la volonté du sujet, l'histoire, la question du mal et l'herméneutique, il n'aura de cesse de cultiver cette tension plutôt qu'une réconciliation. Il n'est encore qu'un tout jeune enfant lorsque le premier conflit mondial fait de lui un orphelin. La tuberculose achève de le priver de famille en emportant son unique sœur. Voilà pour le premier coopéré de l'histoire. Le second survient en 1940. Le jeune professeur de philosophie réussit à l'agrégation en 1935 et fait prisonnier pendant toute la durée de la guerre dans un camp allemand. Dans son malheur, il a la chance de partager sa captivité avec des compagnons philosophes et intellectuels. En cachette, il traduit les édines de Husserl en écrivant les français dans les marges des livres mis à l'index par les nazis. Avec l'un de ses co-détenus, Michael Dufresne, également amateur de philologie, il publie en 1947 un premier ouvrage consacré à Karl Jaspers. Il publie en 1950 sa thèse sur la philosophie de la volonté en 2 tomes, où il étudie le volontaire en perpétuelle tension avec l'involontaire. Mais c'est bientôt la question de la faute et de la possibilité de faire le mal qui entre Ricoeur. Comment peut-on vouloir la négativité, l'union? C'est né qu'en 1963, dans le symbolique du mal, qu'il s'attaque au problème. Par la suite, il peaufine sa méthode. Le mal est en effet un objet difficile à aborder de front. Mieux vaut en interpréter les traces, le symbole, ces détours, par le mythe ou le texte religieux et leur signification poétique. Ricoeur la théorise dans le conflit des interprétations 1969, puis la métaphore vive 1975. 1968 marque un tournant. Sympathisant des manifestations de mai dans l'université, il doit pourtant affronter la colère des étudiants de la faculté de Nanterre, dont il nommé doyen en 1969. Après plusieurs mois d'insultes, d'humiliations, un étudiant lui court la tête d'une poubelle et de violence de force de l'ordre. Il démissionne en 1970. Il enseignera désormais à l'étranger. Celui qui semble pendant un temps ne plus être en phase avec son époque, se penche sur l'histoire d'un point de vue plus subjectif en abordant le thème de Russie, temps et Russie en 3 tomes, 1983, 1984, 1985, de la narration personnelle, de l'identité, soi-même comme un autre, 1990, s'intéressant moins à l'objet de l'histoire qu'à la façon dont les historiens la racontaient. La mémoire, l'histoire, l'oubli. 2000, là encore, il est question de détour. Ricoeur relève que le sujet ne peut avoir d'accès immédiat à lui-même,
qu'il n'y a pas une vérité de sujet, mais que le jeu se construit via la mémoire et le souvenir à l'aune d'un récit de soi. La notion d'identité narrative met ainsi en lumière le déploiement réflexif du sujet dans le temps. Elle tente d'accorder les deux d'un sujet-objet qui resterait identique à lui-même. L'identité mêmetée avec celle du sujet d'un sujet sans cesse sollicité par le regard d'autrui, identité excitée. Même en tension, les deux types d'identité se complétaient. Un souci de dialogue qui tient Ricoeur jusqu'à sa mort en 2005. En premier lieu, science technique, une humanité unie abstraitement par l'outillage. Il y a une science universelle, même si elle est née en Europe, procédant de preuves d'ordre géométrique et expérimental qui peuvent emporter la conviction de tout être humain. Et elle fonde une unité humaine purement abstraite, rationnelle. De là découle une technique qui vient se substituer en outillage traditionnel, qui ne se transformait pas de l'intérieur, mais par la propagation de la science appliquée. La révolution technique s'est diffusée et échappée au cloisonnement culturel. Ceci se prolonge aussi au niveau de ce que Ricoeur appelle une politique rationnelle qui se relève le mieux par la manière dont fonctionnaient les administrations, mais aussi une économie rationnelle malgré les divergences entre économistes qui utilisaient cependant des instruments qui leur sont communs, ainsi qu'à ceux qui appliquaient la politique économique. Telles sont les deux autres formes de l'outillage, l'université abstraite, l'universalité abstraite de la science, de la technique, de la rationalité politique ou économique, engendre aussi un genre de vie qui a tendance à s'uniformiser. Deuxièmement, qui pense de cette unité abstraite de l'humanité? L'outillage dont Ricoeur parle en premier lieu s'accumule dans tous les domaines, et pas seulement ceux de la technique pure, mais aussi dans le domaine politique et économique, et constitue un tel progrès de fait de cette accumulation humaine et de constante rectification. Elle fait du monde tout entier un réseau serré. Ricoeur utilisait d'ailleurs déjà le terme de mondialisation, estimant que cette unité de monde à l'époque était perçue notamment à travers le péril nucléaire, chose dont Bergson avait d'ailleurs, on le sait, l'intuition dans les deux sources de la morale et de la religion. Nous serions peut-être moins optimistes que quelqu'un qui écrit alors durant la période de 30 glorieuses, mais il salue cette d'accès aux outillages des pays européens par le reste de la planète, comme au moins la possibilité d'accès à un bien-être élémentaire n'existe pas auparavant. En parallèle à cela, il y a des Ricoeur à l'époque, la prise de conscience, pas d'énormes masses humaines qu'elles ont la possibilité de faire l'histoire. Ici encore, nous serons sans doute plus pessimistes. Mais en même temps, si nous éprouvons les limites de cette possibilité très attrayante à l'époque où il écrit, c'est que nous considérons qu'elle nous a peut-être été enlevé. Or, même la conscience que ce pouvoir pouvant lui être dérobé n'était pas possible quand l'humanité, dans sa majorité, ne constituée de masse, muette et écrasée. Percevoir la possibilité d'une émancipation et déjà une émancipation. Les possibilités de consommation se sont développées aussi de même qu'un
accès plus large à une culture de base par l'alphabétisation. Cependant, tous ces problèmes positifs ont leur contrepartie, à savoir ce que Ricoeur appelle déjà à ce stade de son exposé le noyau éthique, valeurs et mythique, récit qu'il portait de grandes cultures aux civilisations. Mais il dira aussi que le peuple se retrouvait aussi autour de ce noyer. C'est un constat qui a été contesté aux nuancés, mais ces nuances aux contestations ne mettaient pas en question à tout le moyen le fait dont parle Ricoeur, c'est partout à travers le monde. Le même mauvais film, le même machine à sous, le même horaires en plastique, en aluminium, la même torsion de langage par le propagande. Et tout se passe comme si l'humanité, en accédant en masse à une première culture de consommation, est aussi arrêtée en masse à un niveau de sous-culture. Certains ont dit que cette uniformisation ne concernait que les cultures, mais en donnant un autre sens que pour le cœur au mot culture. Ainsi, il fait une différence entre société et culture. Il estime par exemple qu'en parlant d'un conflit de civilisation de Samuel Edginton, religion, faut-il peur de qui et de quoi? Quelques remarques sur les critiques sur le symbolique et le sacré. En ligne, il tombe dans ce travail en ramenant la culture à des sociétés. L'erreur inverse étant celle du structuralisme, qui réduit tout le social à du culturel. Il donne de la distinction qu'il opère un exemple frappant. Si la culture américaine s'importait aisément en Irak bien avant son invasion par les troupes américaines en 2003, en revanche, les mêmes Américains ont été parfaitement incapables d'imposer une société à l'image de la leur. Ceci dit, il nous semble possible que par culture, Ricoeur pense aussi société, sans pourtant confondre les deux. Quant à la réduction structuraliste du social au culturel, on a un exemple avec la réflexion anglo-saxonne sur l'ethnicité dans les sciences sociales contemporaines. Ou encore, qui a été longtemps un moyen commode de penser la nation et le nationalisme en opérant une confusion du même type. Dans cet ouvrage, il estime que pour un pays dont la civilisation est dominée, le choix est indifférent entre deux solutions, soit l'adaptation de la culture et de la langue du pays dominant, ce qui n'entraîne pas la nécessité, par exemple, d'une succession, comme ce serait le cas pour le Québec. Un exemple qui donne, il est persuadé que toutes les différences culturelles sont soumises à l'entropie est vouée à la disparition et à la mort. Il n'y voit rien de fondamental. Il arrive seulement qu'il y a des inhibiteurs d'entropie culturelle comme la couleur de la peau des Noirs américains. Et pour lui, cette couleur n'est rien de plus fondamental que la culture, mais c'est seulement quelque chose qui a plus de mal à disparaître, qui fait que les Noirs américains se distinguent encore des autres Américains. Selon lui, le Québécois ne disposait pas de tels réducteurs d'entropie. Et leur caractère français n'a pas ce caractère inhibiteur.
Pour Ricoeur n'a pas la même vision. Il s'inquiète du fait que le peuple, autrefois colonisé, et paradoxalement, s'est réenraciné dans leur passé propre et leur identité, envie de conquérir plus profondément l'accès à la civilisation technique mondiale que par ailleurs menace leurs identités. Quant aux nations occidentales, autrefois fières de leur culture dont l'arrogance du colonialisme, voire du racisme, elles découvraient qu'il y a d'autres cultures qu'elles ne sont qu'une culture parmi les autres, ce qui implique que nous ne soyons rien qu'une figure passagère de l'humanité, toute signification et tout but ayant disparu. On pourrait imaginer dès lors que les êtres humains se promenant à travers les vestiges et les ruines de toutes les civilisations, égotant par projection de la leur le triomphe de la culture de consommation universellement identique et intégralement anonyme, représenterait le degré zéro de la culture et de la création. Ce serait le scepticisme à l'échelle planétaire, le nihilisme absolu dans le triomphe du bien-être. Troisièmement, quel est le noyau éthico-mythique créateur de cultures humaines? Cette troisième et dernière section des textes du Ricoeur est faite de deux questions, celle du titre que nous lui donnons et un autre qui concerne les conditions grâce auxquelles la création culturelle ne meurt pas. Pour Ricoeur, ce noyau n'est pas immédiatement accessible. Pour dire à quel profond il se situe, il le distingue de l'outillage et d'une réflexion de Lévi-Strauss dans Tristopique. L'ethnologie observe que certaines civilisations amazoniennes mises en présence de notre outillage technique s'est révélée incapable d'en faire quoi que ce soit, car la représentation qu'ils se font de temps, de l'espace, du rapport à autrui, de toutes les valeurs qui ont lié ne font aucune place au rendement, au bien-être, à la capitalisation. De même, les Grecs ont-ils été indifférents au progrès technique qui n'avait aucune place dans leur conception du temps et de l'histoire. Pas plus que la diminution de la peine des hommes non avait dans leur valeur, raison pour laquelle, selon l'auteur, ils ne sont pas posés la question de l'esclavage. Ce fond de valeur étant ainsi situé, reste à savoir comment le discerner ou le chercher exactement. Il y a le mœurs et le tradition, mais c'est un niveau superficiel de fond. Il y a un niveau un peu plus profond. Les institutions dont un peuple se dote et qui correspondaient à sa pensée, sa volonté, ses sentiments. Mais il faut creuser plus loin, pense l'auteur, jusqu'à cette couche d'images et de symboles qui constituent les représentations de base d'un peuple. L'auteur compare cette couche à ce qui est l'inconscient de la psychanalyse pour un individu. C'est une analogie qui lui permet surtout de dire qu'il n'est pas simple de déchiffrer ces représentations de base et de ce qu'elles sont exactement. Elles ne sont pas directement analysables par la sympathie. Elles sont comme le symptôme ou le rêve en psychanalyse. Ce sont deux images stables de rêves permanentes qui constituent ce fond culturel d'un peuple. C'est aussi, dit-il, demeurant dans le domaine de l'onirique, le rêve réveillé, le rêve éveillé d'un groupe historique. C'est par le biais de la métaphore de la psychanalyse que Ricoeur va continuer à parler de ce noyau éthico-mythique. Il y a toujours, dans l'histoire de l'humanité, des ensembles cohérents et de clos constitués. Le langage sont le signe le plus visible de ce que l'auteur appelle une incohésion primitive.
Pourtant, aussi profond que ceci, ce rêve éveillé n'est pas encore le phénomène le plus radical de la créativité mutuelle culturelle. Les outillages accumulés pas les traditions culturelles, car pour demeurer vivante, il faut qu'elles se récréent sans cesse. Et c'est le rôle des écrivains, des sages, des spirituels, des penseurs, de relancer la culture dans une aventure et un risque total. L'artiste qui est une manière de reprendre les quatre personnages dont on vient de parler, n'exprime son peuple que s'il ne se le propose pas et si nul ne lui commande. Si on lui commandait et s'il obtempérait, sa création n'en serait pas une, mais un simple décalque de ce qui se dit de manière prosaïque dans le discours politique, économique ou même culturel. Si un artiste rejoint le rêve éveillé d'un groupe historique, on le sait qu'après coup, il faut que soient brisées les images bien pensantes qu'un peuple se fait de lui-même. Ce que l'artiste fera surgir va d'abord scandaliser, choquer. Il ne sera que longtemps après que cela sera reconnu comme l'expression véridique d'un peuple. Telle est la loi tragique de la création d'une culture, loi diamétralement opposée à la tranquille accumulation des outils qui constituent la civilisation. L'auteur estime aussi que la culture, si elle voulait survivre, devait pouvoir se rendre compatible avec la civilisation mondiale issue de sciences, de techniques. Nous allons dire maintenant dans un dernier moment, cette subdivision n'existe pas chez Ricoeur. À quelles conditions une rencontre entre deux cultures est possible? La rencontre, quatrième moment, la rencontre entre beaucoup de cultures, ou bien de cultures différentes. Ricoeur insiste sur le fait que d'emblée l'homme est autre que l'homme, en même temps sur le fait qu'une étrangeté ne soit absolue, ce que démontre bien le phénomène de traduction. Ne tonnera pas. En revanche, il exprime sa crainte par rapport à ce que nous appellerions aujourd'hui multiculturalisme. Il craint qu'une trop grande compréhension des autres héritages culturels ne nous fasse sombrer dans un syncrétisme vague. Pour lui, la seule façon de l'éviter, c'est de faire confiance à la création. Une culture vivante, à la fois fidèle à ses origines et préoccupée de créer et capable de rencontrer les autres cultures. C'est lorsqu'on est allé jusqu'au fond de la singularité que l'on sent qu'elle consomme avec tout autre d'une certaine façon qu'on ne peut pas dire, d'une façon qu'on ne peut pas inscrire dans un discours. C'est toujours au nom de la créativité que Ricoeur s'oppose au syncrétisme, au multiculturalisme qui pour lui sont toujours des phénomènes de retombées ne comportant rien de créateur. Au syncrétisme, au multiculturalisme, il oppose ce qu'il appelle la communication, qu'elle aura toujours quelque chose de dramatique, car cela comporte le double mouvement de s'affirmer moi-même et de me livrer à autrui selon le point de vue de sa civilisation. Il se demande ce que sera notre civilisation quand elle sera confrontée aux civilisations étrangères, autrement qu'à travers la conquête et la domination. Pour lui, s'exprimant en 1955, nous sommes dans une période transitoire où nous ne pouvons plus être ethnocentriques et confondre notre civilisation avec la civilisation. Dogmatiquement, nous sommes au crépuscule du dogmatisme,
au seuil de vrai dialogue. Pour conclure cette relecture, nous dirions que les hommes sont semblables, différents. Ils sont différents comme a pu le montrer et le réaliser en un sens la lutte anticolonialiste contre les impérialismes occidentaux désirait d'imposer un seul mode de réalisation de l'humanité, à savoir la sienne. Mais ils sont aussi semblables et cette vérité est opposée à toutes les formes de racisme, d'ethnisme primordialiste, de nationalisme fondé sur la pureté de la race. Cela est évident et ce n'est pas toujours réalisé, au moins compris. Par contre, ce qui nous semble plus difficile à mettre en avant, c'est la pluralité des cultures qu'on tente souvent de submerger parce qu'elle implique quelque chose de tragique, la difficulté du dialogue, le courage de la créativité à travers toutes les manières de poser un syncrétisme qu'on lèverait aux rencontres entre cultures leur aspect tragique. Le métissage est certes le plus beau du monde, que ce soit aux théories qui nie l'unité de l'humanité, mais le métissage ne doit sans doute pas être utilisé comme la métaphore idéale de la rencontre entre cultures. Comme métaphore de la rencontre entre cultures, l'idée de métissage aboutit au syncrétisme. Si nous sommes tous métissés, il n'y a plus qu'une seule humanité. Il n'y a plus de cultures différentes. On évite ainsi le tragique de la confrontation, mais on régresse en ayant l'illusion d'atteindre de son humanisme vers une humanité que l'on ampute de sa diversité aussi nécessaire à sa vie que son unité. Évidemment, dire que l'homme est à la fois semblable à tous les autres hommes et d'emblée autre que l'homme, c'est s'installer dans la contradiction logique qu'il a bien aperçue. Les hommes sont eux-mêmes et les hommes sont différents. Se contenter de dire qu'ils sont les mêmes ne se fait pas. On a vu la dérive dans le colonialisme, l'impérialisme occidental imposant à l'humanité une seule façon d'être humaine, la sienne. Et contre cela, l'émancipation des peuples du tiers-monde a permis que l'humanité se voie à nouveau dans sa pluralité. Mais on sait qu'on s'en tenir à la différence des hommes entre eux, que s'en tenir à cette seule vérité fait oublier les messages qui prouvent que nous sommes tous de la même espèce. Mais cette contradiction logique, les hommes sont radicalement semblables et radicalement différents, n'empêche pas d'imaginer une autre possibilité d'inclure diversité et unité de l'humanité dans une synthèse. Il faut cependant que cette synthèse ne soit pas de l'ordre de logique formelle, mais de l'ordre du dialogue, où le jeu et l'autre ne peuvent jamais s'offrir à l'emprise d'un regard totalisant, et plus précisément d'un rationalisme totalisant qui anéantirait tant la créativité de culture que leur dialogue. Quel exemple de vraie création dans la culture? Ce que dire pour recul dans cette intervention permet de décerner ce que serait la vraie création, soit celle qui correspond au noyau éthico-métique. Le problème, c'est que selon Ricoeur lui-même, ce noyau n'est pas directement accessible et d'ailleurs, ces rêves éveillés d'un groupe historique, fait d'images stables et de rêves permanents, n'est pas encore le phénomène le plus radical de la créativité humaine. Pour que les traditions culturelles demeurent vivantes, il faut en effet qu'elles se recréent sans cesse et que des sages, des écrivains, des spirituels, des penseurs soient capables de relancer la culture dans une aventure et un risque total pour être à même d'opérer cette relance.
et donc par là d'exprimer leur peuple. L'artiste doit, en autre ne pas, se le proposer. Il faut aussi que nul ne commande de le faire. On ne le saurait d'ailleurs qu'après coup, il convient que cet artiste brise les hommages bien pensantes qu'un peuple se fait de lui-même. Il va d'abord choquer, scandaliser, et ce n'est pas longtemps après que son œuvre sera reconnue comme l'expression véridique d'un peuple. Les philosophes concluent, telle est la loi tragique de la création d'une culture, loi diamétralement opposée à la tranquille accumulation des outils que constitue la civilisation. Des artistes qui ne sont pas proposés d'exprimer, à qui nul n'a commandé de le faire, nous semblaient être des gens comme avec leur si ces images révélaient l'expression d'une misère intense, elles ne sont pas misérabilistes dans la mesure où le village filmé est aussi d'une population d'ouvriers lancés dans une grève très dure qui va durer 8 ans, 8 longues semaines pour d'ailleurs finir par échouer. On dira sans doute que ce film correspond à une certaine prose communiste, c'est évident, mais cette prose puise directement dans la réalité quotidienne, notamment des mineurs expulsés de leur maison, car ils ne peuvent plus en payer le loyer avec la solidarité efficace qui s'installe spontanément contre qui viennent saisir leurs biens sous la protection de gendarmes. On sait aussi à l'autre bout, enfin, le peuplier étrange se fait aussi un commentaire de désespoir de Kierkegaard plutôt que de fidélité. Merci, c'est fini pour cette intervention. Au revoir, à bientôt, une autre intervention philosophique.